Alors, bonjour à tous et à tous. Alors, déjà, je vous remercie beaucoup de venir en grand nombre ce soir pour assister à cette conférence parce que je vois que la salle est remplie. David m'a indiqué aussi qu'il y avait de nombreuses personnes en ligne, donc nous tenons vraiment à vous remercier, Anna et moi, de faire cette démarche, de nous écouter ce soir. Comme l'a dit David, donc je suis Émilie Coignon. Moi, je suis interprète en langue des signes française, français langue des signes française depuis 2011. J'interviens en Île-de-France. Mais dans mon parcours professionnel, je suis intervenue dans de nombreux domaines différents d'interprétation. Mais il y a un domaine en particulier qui a retenu mon attention, c'est le domaine judiciaire. Je me suis, d'un point de vue personnel, intéressée à ce sujet-là, parce qu'au départ, ça me semblait être un domaine assez hermétique. Pour beaucoup de gens, ça l'est, pour les sourds, mais aussi pour les entendants. La justice, ça semble quelque chose de tentaculaire, quelque chose un peu insondable. Donc, d'un point de vue personnel, moi, j'ai fait des recherches. J'ai même été jusqu'à reprendre des études de droit il y a quelques années. Alors, je ne suis pas juriste, je ne suis pas avocate, je n'ai pas été plus loin que la deuxième année de droit, mais en tout cas, ça m'a permis d'avoir une connaissance et une connaissance juridique, judiciaire autour de toutes ces questions-là. Et ça m'a aussi amené à me poser des questions en tant que justice comme système. C'est-à-dire que la justice, comme je vous disais, ça semble quelque chose d'assez hermétique, mais c'est aussi à appréhender sous forme de système dans lequel se passent des choses. Et d'un point de vue sociologique, je m'y suis intéressée puisqu'il y a 2 ans, j'ai commencé un doctorat de sociologie à l'EHESS. Donc, je suis co-dirigée par Andrea Benvenuto, qui fait partie du public ce soir, et par Rainer Maria Kiso, qui est mon co-directeur. Et donc, je m'intéresse, moi, à la question de la place des interprètes en langue des signes française au sein de la procédure pénale en France. Donc la procédure pénale, c'est tout ce qui concerne, par exemple, les contraventions, les délits, les crimes. Moi, je m'intéresse particulièrement à tout ce qui touche aux délits et aux crimes. Je m'intéresse aussi bien du côté des sourds qui sont victimes, donc qui vont porter plainte, que pour des sourds qui vont être suspectés d'avoir commis une infraction. Et moi, je m'intéresse à qu'est-ce qui se passe quand on introduit un interprète en langue des signes dans un système qui est aussi normatif que la justice, qui a beaucoup de normes. Et qu'est-ce qui se passe dans cet élément-là quand nous intervenons, et comment est-ce que nous, on n'arrive ou pas à se conformer à ces normes dans lesquelles on navigue pour pouvoir faire pleinement notre métier d'interprète. Je suis également secrétaire d'un réseau qui s'appelle Légal. Donc, c'est un réseau associatif qui est composé de professionnels sourds et entendants du monde de la justice et du droit. Donc, il y a beaucoup d'interprètes qui en font partie, puisque indirectement, nous sommes touchés par ces domaines-là dans nos pratiques de métier. Mais aussi, nous avons des intermédiateurs. On a Pauline Duchemin qui est ici aussi, qui fait partie du CA, qui est avocate, des étudiants en droit. Et en fait, l'idée de ce réseau-là, c'était de pouvoir créer un espace dans lequel on pouvait faire dialoguer les professions autour de ces sujets-là, pour pouvoir développer une culture judiciaire en langue des signes. Et l'un des projets, c'est aussi de rassembler tous les professionnels signants de ces domaines-là pour pouvoir, par exemple, quand un officier de police judiciaire cherche un interprète, puisse avoir la ressource immédiate, un moyen de trouver un interprète ou alors un professionnel signant dans ces domaines-là. Donc ça, c'est un projet qu'on a encore en cours d'élaboration. Donc, on n'est pas une association qui va, à proprement parler, lutter en faveur des droits des personnes sourdes directement, mais indirectement par le biais de la formation des professionnels qui sont signants. Donc, ça va être, on va organiser par exemple des communautés de pratique, c'est-à-dire qu'on va essayer de mettre en commun ce que l'on sait sur certains savoirs. Je suis désolée, petite pause technique.
C'est pour moi. Oui. Ah, n'est-ce pas beaucoup mieux? Je vais ralentir. Ah, ok. Oui, c'est un peu rapide. Ok. D'accord. Pas de problème. Et donc, je disais que voilà, donc, indirectement, on travaille sur la question de la formation des professionnels en fait, à la culture juridique et judiciaire. On organise des temps d'échange autour de ces questions. On crée voilà, des ressources, on collecte des ressources, notamment en termes de vocabulaire lié au vocabulaire judiciaire en langue des signes. On essaye vraiment de pouvoir créer une dynamique autour de ces questions-là pour vraiment consolider la possibilité en fait de comprendre l'environnement judiciaire et de pouvoir le traduire ou l'interpréter dans la langue des signes. Donc il y a vraiment ce lien-là qui est fait. Et je suis aussi intervenante dans le master d'interprétation, enfin, le master de Paris 8 pour les interprètes en langue des signes. J'interviens juste une journée autour de l'interprétation en milieu judiciaire. J'emmène les étudiants voir des audiences au tribunal judiciaire de Paris pour pouvoir se mettre en condition et pour pouvoir ensuite débriefer sur ces questions-là après autour de temps d'échange voilà, pendant le retour en classe. Voilà. Donc pour mon introduction, je laisse Anna se présenter aussi. Hello. So I'm going to speak in English, even though I understand French, and we're going to have sign language interpreter and LSF. So I hope you know one of those two languages because we're not going to interpret this into spoken French. Okay. I'm really happy to be here, and it's all because of David over here, who enticed me to come. But I was going to be in France anyway, but he's the one. It was his idea because we've talked over the years about many different topics, and this is the one he thought would be really good to present on. So Emily and I have been exchanging emails, and we spoke on Zoom, and we finally met for weeks or months, and it's been really wonderful to share. And I think we found out some very interesting differences between interpreting for deaf people in France, in the courts, and in America. I should say that I'm from California, and I've been a certified interpreter for 40 years. And a certified legal interpreter for 25 years. So that's one difference we're going to talk about later, that there's a lot of requirements before anyone steps foot into court to interpret. It's very strict. And it doesn't seem like it is here, but I will tell you about America's system. And I wrote this book. I first wrote it 25 years ago, and then there's been 2 more editions, and it's the 3rd edition that got translated into French. And I wrote it with 3 deaf colleagues who helped me, and one of them, Dr. Tom Holcomb, he and I have been partners for 25 years, and we've made many videos, which are now online, of course, about deaf culture and hearing culture for sign language students and interpreters and deaf people in the US. And I could tell you more about that if you were interested. On peut passer. Encore. Voilà, comme disait Anna, en fait, on a échangé beaucoup autour de nos contextes particuliers qui sont quand même très différents. Il y a des similitudes qu'on peut observer puisque on fait de l'interprétation en langue des signes, donc il y a quand même des parallèles à opérer dans le contexte français et américain. Mais on a sélectionné en fait 4 parties pour pouvoir échanger autour de ces questions-là. On espère que ça va susciter des questionnements chez vous. Peut-être que vous aurez des questions à poser par la suite. En tout cas, déjà, on va retracer tout ce qui concerne
brièvement, parce qu'on ne va pas rentrer dans le détail, ce n'est pas un cours de droit, c'est pas un cours de... On ne va pas vous expliquer en détail comment sont composés les systèmes et les droits rattachés au niveau de l'interprétation, mais il faut aborder ces questions-là pour pouvoir un peu comprendre, poser le panorama de nos contextes aux États-Unis et en France. Donc, si quelqu'un peut bien changer la slide, mais c'est pas grave. C'est pas grave. En tout cas, par rapport au contexte, et une autre slide aussi. Et une autre slide. Voilà. Donc, on a fait une brève illustration de l'organisation judiciaire de nos pays respectifs. Donc, déjà en France, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en France, on a une organisation qui est différente. C'est un État qui est unitaire. Ça veut dire qu'il y a un seul centre de décision en France, alors qu'aux États-Unis, comme vous le verrez avec Anna, il y a un État fédéral et des États fédérés. En France, on a une constitution, on a un gouvernement, on a un parlement qui va être chargé de voter les lois qui sont applicables sur l'ensemble du territoire français. La justice française, elle agit dans le cadre de ces lois, mais elle reste indépendante du pouvoir exécutif et du pouvoir législatif. C'est ce qu'on appelle la séparation des pouvoirs en France. Et cette indépendance, en fait, elle est garantie par la Constitution, qui fait que c'est un État, c'est un pilier d'État de droit. Et il y a 3 grands principes dans la justice en France. C'est le principe d'indépendance, le principe de gratuité et le principe de publicité. Mais au niveau de l'organisation, ce qu'il faut retenir, la publicité, c'est... j'aurais peut-être dû expliciter. Mais en fait, ce qu'il faut retenir, c'est que l'organisation judiciaire en France, elle est composée de 2 ordres qui se distinguent. Vous avez l'ordre judiciaire qui va concerner tout ce qui est affaires civiles, pénales. Donc, civil, par exemple, vous êtes dans le cadre d'un divorce, vous relevez de la procédure civile. Ou, par exemple, pénal, ça va être si il y a une infraction, un délit, un crime qui a été commis. Donc ça, c'est dans l'ordre judiciaire. Et on a d'un autre côté l'ordre administratif qui va traiter des litiges entre les particuliers et les administrations. Et donc chacun des ordres est sous une autorité particulière. C'est-à-dire que vous avez la Cour de cassation d'un côté et le Conseil d'État de l'autre. Voilà, c'est un résumé du panorama français qui est très différent de celui des États-Unis. So in the United States, there are some laws that cover every state, all of the 50 states. And one of them, we're going to talk more about this, is that every citizen in the United States has the responsibility and duty to serve on juries, and that includes deaf people, which we will talk about. But that covers the whole country. Then there's other laws that are decided by the state. So I don't know how much you pay attention to American news, and I don't want to get into our current leader. So don't ask me any questions about him, okay? But for example, abortion used to be legal in the whole country because abortion, a woman's right to abortion used to be legal in the whole country because the Supreme Court made a decision. But then that decision was reversed, and now it is not legal in the whole country, but it's up to each state if they want to make it legal. And I live in California, which is a very, very progressive state, so abortion is legal there, but it's not legal in other states. So it's kind of messy, but that's the way our system works. Et concernant les principales lois qu'on peut voir dans notre pays en France, c'est la prochaine slide. Donc, on a répertorié un peu le cadre légal en tout cas en France et aux États-Unis.
Donc il y a déjà la plus emblématique des lois qu'on connaît tous. Ici, c'est la loi du 11 février 2005 qui reconnaît la LSF comme une langue à part entière à égalité du français. L'objectif, c'était que tous les élèves qui étaient concernés pouvaient recevoir un enseignement dans cette langue. Et l'objectif, c'était aussi de faciliter la diffusion de la langue des signes française au sein des administrations françaises. Donc, je ne vais pas vous lire les articles de loi, mais en tout cas, on trouve un article de loi c'est l'article 76 qui en fait dispose que, en principe, devant n'importe quelle juridiction, les personnes sourdes signantes ont le droit de demander une interprétation en langue des signes française dans tous les stades de la procédure dans laquelle ils sont impliqués. Mais en fait, en France, on peut aussi s'appuyer sur d'autres fondements juridiques qui permettent de réaffirmer ce droit-là. C'est-à-dire que on trouve aussi des articles dans différents codes, par exemple le code de la procédure civile, où il est mentionné aussi qu'on a la possibilité de faire appel à un interprète en langue des signes. Donc, si on est dans ce cadre-là, donc ce que je vous disais, par exemple, dans une affaire de divorce, voilà, il y a toutes ces questions-là où c'est stipulé. Enfin, la loi dispose que c'est possible. Et du côté des procédures pénales, vous avez aussi, donc, pour toutes les affaires dont je vous ai parlé, par exemple les contraventions, les délits, les crimes, vous avez en fait aussi les enjeux, en fait, ils ne relèvent pas uniquement du contexte français, ils s'inscrivent dans un cadre juridique européen. C'est-à-dire que le droit de s'exprimer et de recevoir des réponses dans sa propre langue, il est inscrit aussi dans la Convention européenne des droits de l'homme au nom du droit à un procès équitable. Donc c'est ça aussi qu'on peut retrouver. Mais on a aussi des droits qui découlent de directives européennes qui concernent le droit de la traduction et de l'interprétation pour toutes les personnes qui sont impliquées dans des procédures pénales. Et ça a été transposé aussi dans le droit français, ce qui fait que les personnes sourdes signantes peuvent aussi relever de ces dispositions-là, en théorie en tout cas. Il y a ce cadre juridique qui existe. Donc, comme je disais, dans le code de la procédure pénale, on retrouve un article qui parle de ça, du fait qu'on peut faire appel à un interprète en langue des signes dans ce cadre-là. Donc, il y a un cadre juridique qui existe, que ce soit au niveau européen, que ce soit au niveau français, mais aussi à l'international, on peut se référer à d'autres types de textes, comme par exemple, vous avez la Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées, qui a été ratifiée par la France en 2010. Donc, elle vise la protection des personnes vulnérables au nom du respect des droits humains. Et donc, cette convention, elle interdit aussi les formes de discrimination que les personnes handicapées peuvent subir dans leur vie sociale. Et elle reconnaît aussi l'égalité entre les langues des signes et les langues parlées. Et elle engage les États qui ont ratifié cette convention à pouvoir en faire recours et à favoriser l'apprentissage des langues des signes. Donc, vous avez dans ce cadre-là un comité de droits des personnes handicapées des Nations Unies qui recommande de reconnaître la langue des signes française comme une langue officielle, notamment dans la Constitution, ce qui n'est pas le cas en France actuellement. En France, il y a un mouvement, en tout cas, on a déposé une proposition de loi constitutionnelle en 2022 pour pouvoir faire inscrire la langue des signes française au sein de la Constitution française pour la reconnaître comme une langue de la République, pour que ça puisse favoriser justement la question de l'accès dans tous les pans de la vie sociale aux personnes sourdes, de l'information dans tous les domaines pour pouvoir participer pleinement à leur vie citoyenne en France. Mais ce n'est pas encore effectif. C'est une proposition qui est encore à l'œuvre. Donc, tout ça pour dire que voilà, il existe un cadre légal auquel on peut se référer quand on est sourd signant en France. On a la possibilité d'avoir une interprétation dans les procédures. Ce cadre-là, il existe.
Après, est-ce qu'il est effectif? Est-ce qu'il est efficient? Est-ce qu'on y arrive ou pas? Ça, c'est une question. Et les personnes sourcillantes, souvent, vont faire remonter beaucoup de situations dans lesquelles ils ont été victimes de discrimination ou qui n'ont pas pu faire valoir ce droit-là, ces droits-là. Voilà. Donc, pour le contexte français, je laisse Anna pour expliquer. Well, I'm not going to go into as much detail, but so our law, the ADA, the Americans with Disabilities Act, was passed before yours in 1990, and it was very strong, and it still is, and it gives deaf people the right to have interpreters in any medical situation, any court situation, and any university, any school, any public place, any place that gets federal funding has to provide interpreters. And it also started a video relay service way back then, 24-hour, 7 days a week, having a video interpreter, which I did for a few years back there. So, and the ADA is still pretty strong. We're going to get into that, but I think that deaf people have the right to interpreters in court and to skilled and trained and certified interpreters in court, and they get that right, and they have for many years. Là, par rapport à la question en fait des devoirs citoyens, il y a aussi ce qu'on disait sur le fait de pouvoir siéger dans un jury, qui est c'est juste après, c'est la slide d'après. Voilà. Okay. Okay. So as I mentioned, deaf people have the right to be on a jury. And just to give you a little overview again, so usually juries are 12 people, and they're picked from citizens, and they're supposed to reflect the community. Personally, I like interpreting for deaf jurors more than anything else for a few reasons. One is, this is sort of silly, but I don't have to worry that that deaf person is going to go to jail because of something I signed. But also, it's really a remarkable experience for the deaf person, for the hearing people on the jury, for the judge. And now that I've done this over and over, and there's certain courtrooms, for example, in San Francisco, where a judge has had a deaf person on the jury several times, they're so welcoming. They really want to make it work. And it can be challenging. For example, in a trial, there's different kinds of evidence that is presented. So first, the lawyers speak, and the interpreter, so you imagine here's 2 rows of 6 seats. So here's the jury, the deaf person is sitting there, and then the interpreter has to be somewhere visible, but also near whatever the important thing is that's going on. So the judge, one of the judges I'm thinking of, is so open. So if there is a witness giving testimony, then the interpreter would sit right in front of the witness box so that the deaf juror can watch the signing and look up and see the person's facial expression and body movement and everything that they're going to take into consideration when they make their decision. But then maybe there's a different kind of evidence that they're going to show a film on a screen, then the interpreter will move over there. And it's really wonderful when it all works out. Also, for deaf people, I remember one gentleman who worked as a teacher in the School for the Deaf, and he taught American history and government, and he was a juror. And he was so thrilled with the experience because he could go back now and tell his classes all about how the American legal system works from the inside. It's funny, all kinds of different experiences. A lot of times, everybody who comes to jury service, the first thing, it's funny, it has a French name. They call it voir dire. Voir dire, and it just means the questioning, voir dire. They call it, that's the questioning part, where
you're going to pick 12 people to be on a jury, and then you have to pick 2 more to be the alternate. They might call in like 100 people and question all of them to pick the people who are going to be good. And what good is means they're going to be neutral. They don't have they don't have prejudices against a certain kind of person or a certain occupation, and they can be open-minded and neutral. So I want to tell you a funny story, actually. Okay, imagine this room full of 100 people, and they're going to pick the jurors to be on the jury panel, and then they don't tell the prospective jurors too much information because they don't want them to make a decision. They just tell them enough so that they can see if they will be neutral. For example, they might say, well, the judge might say, this case is about drunk driving, DUI, an alleged, perhaps it happened, drunk driving case. And so then if a person who's a prospective juror said, oh, you know, my brother-in-law was involved in an accident, it was terrible, I can't be neutral, I'm too emotional. Okay, thank you very much, you're excused. Okay? So sometimes, I remember one time a deaf woman came up into this prospective juror picking process. And, you know, this can take a few days, and jury depends on the trial. Some long trials are weeks or months, so you don't know how long it's going to be. And this deaf woman went, oh, I don't want to do this. Oh, I want to be excused. Oh, I don't need this. Oh, it's too much time. I don't care. But when you get called to be on a jury pool, there's only a few excuses that are acceptable. You can't say, I don't want to. That's not good enough. Let's say I'm taking care of my baby and nobody else can take care of my baby, or I'm a student, or I'm going to have an operation this week. Okay, there's 5 reasons you can get excused. So I was explaining to the woman, well, you have to have one of those reasons. And she was really upset. And then she found out that when the judge said, this case is about an alleged manufacture of drugs in somebody's garage, all of a sudden she got really interested. She said, wait a minute, that sounds cool. I want to do, pick me, I want to know about that. Okay. And another funny, to me, story. So, as I said, before they actually start the testimony in a trial and they're picking the jury, they just briefly tell you what it's about. And one time there was a deaf woman who I was signing to because she was a prospective juror. And the judge said, well, this is assault with a weapon likely to cause great bodily injury. That term comes up a lot, but it's very vague. Now, first of all, in ASL, we don't have a collective noun for weapon. We don't have a sign that means all weapons, and I think it's the same in LSF. So how do you sign weapon in ASL? You give examples. So you'd say gun, knife, big stick, that. Okay, that sounds familiar to the French deaf people here too. Okay, gun, knife, big stick, that kind of thing. So every time the term came up that this is going to be a case about assault, which means somebody maybe got hurt with a weapon capable of causing great bodily injury, I kept signing that over and over. And the deaf woman was picked to be on the jury. Then they started the trial. And when it started, it became clear when they explained what the weapon was, I started laughing because I realized, oh my gosh, I had this whole picture and now I have to throw that picture out because what was the weapon? A big bowl of hot soup that the person allegedly threw. So I started laughing. I said, okay, remember when I said like gun, knife, big stick? Forget that. Forget that. We're talking something different. A bowl of hot soup. Okay. Another reason
why I like interpreting for juries is because as an interpreter, I don't really know, I don't make a decision if the person is guilty or not. For example, I'll give you an example. Let's say that the alleged crime is that an old woman was walking down the street and she had a lot of bags, and a man ran up and took her wallet and pushed her down, or took her purse and pushed her down. Okay, that's the alleged crime. So the way it works is first, the prosecuting attorney in their opening statement, which is not evidence, it's just the attorney's view on what I'm going to prove to you in the next few days. So the prosecuting attorney describes, okay, this woman was walking down the street, she had all these bags, and then she had her purse, and all of a sudden this man came behind her, pushed her down, and grabbed her purse. Okay, so I hear that, I see it very clearly, and what? I paint the picture in the air, right? I see that. But then the defense attorney has their turn. And in this case, the defense attorney says, no, that's not what happened at all. Oh, no, no, no. This poor woman was walking down the street. She had all these bags, and she tripped. And she dropped all of her bags, and her purse went flying, and this nice man came and picked up the purse to help her. So I see that picture really clearly too, and I can describe that. But wait a minute, they can't both be right, right? So which one is right? I don't know. So that's what happens in jury trials. And very often I don't make a decision myself because I'm interpreting for both sides, and there's witnesses on both sides. And I mean, sometimes it's more obvious than not that this is stronger story than the other, but sometimes you don't know. Now, it really works out well to have deaf jurors. The hardest part, though, is going into the deliberation room. So when the trial is done, the 12 jurors and the 2 interpreters go into the room for deliberation. Often in old courthouses, these rooms are very small because they're only meant for 12 people, and then we're going to put 14 people with the 2 interpreters. So that's a problem. But a bigger problem is that the jurors are very emotional because they want to say, no, he's guilty, no, he's not. And even though you're supposed to take turns, it's such an emotional time, they often don't. And sometimes, you know, we raise our hands, or it depends on the deaf juror. Sometimes the deaf juror is strong and like hits the table and makes sure that everybody talks one at a time. So, and sometimes the deaf person is even elected to be the foreman of the jury, because when the 12 people get in the deliberation room, they are instructed to pick one person to be in charge, to say, okay, now we're going to vote. Okay, do we have a question for the judge? So you need one person. And sometimes there was a murder case that lasted for weeks, and the deaf person was the foreman. So it's a really great experience for the deaf people, for the hearing people, for the judge and everybody in the court system. And I hope you can have that experience too. About Can you? about the vocabulary. About jury. Sorry. Par rapport alors, à la question de siéger dans un jury, comme vous pouvez le voir, donc Anna a expliqué que c'est possible en fait pour les interprètes d'intervenir dans ce cadre, puisque les sourds signants peuvent être sélectionnés pour pouvoir faire partie d'un jury. Alors, qu'est-ce qui se passe en France? Est-ce que c'est le cas en France? Est-ce que c'est possible de passer? Voilà. Alors, en France, il faut savoir que le jury populaire, c'est un devoir citoyen, en fait. C'est-à-dire que
les personnes qui vont être tirées au sort sur les listes électorales doivent siéger lors des cours d'assises. Donc on va avoir voilà, une liste où on va tirer au sort des citoyens lambda pour pouvoir, en première instance, pour le procès, être 6 membres du jury et être 9 en appel. Donc, ils exercent, les membres du jury, ils exercent les fonctions de juge, de non-juge en fait. Ils participent aux audiences de tout le procès et ils assistent aussi aux délibérations puisque c'est eux qui vont décider avec les magistrats professionnels de la peine qui sera décidée, qui sera pour la personne qui était jugée dans ce cadre d'une cour d'assises. Donc il faut savoir qu'en France, il y a des conditions qui sont requises pour pouvoir siéger dans un jury. Donc je ne vais pas toutes les détailler parce qu'il y en a un certain nombre. Pour vous donner une idée, il faut être français, inscrit sur les listes électorales, il faut avoir plus de 23 ans, il faut savoir lire et écrire le français. Voilà, il faut ne pas avoir été condamné pour des délits, des crimes, il ne faut pas avoir été révoqué du service public. Enfin, il y a un certain nombre de critères comme ça qui font qu'on ne peut pas, enfin, on peut en tout cas dans ce cas-là être membre du jury. Il y a des métiers qui sont exclus d'office. Par exemple, si on est policier, si on est membre du gouvernement, tout ça, si on est magistrat nous-mêmes, en fait, on ne peut pas siéger dans un jury populaire. Et donc, vous avez aussi donc ce devoir-là qui fait partie du devoir citoyen, en fait, vous ne pouvez pas le refuser. C'est-à-dire qu'il y a certaines conditions dans lesquelles vous avez droit, si par exemple pour des raisons médicales, si vous avez des enfants qui sont malades, si vous ne pouvez pas siéger dans un jury, vous avez le droit de pouvoir demander à ne pas être convoqué à ce moment-là, en tout cas faire une demande de dispense. Mais si vous ne venez pas, c'est une amende en fait. Vous êtes 3 500 ou 3 750 € d'amende si vous ne siégez pas dans un jury. Voilà. Donc, normalement, en théorie, moi, j'ai rien trouvé qui interdirait en fait aux personnes sourdes signantes de siéger dans un jury en France. S'ils remplissent toutes les conditions, moi, je n'ai pas trouvé de texte. Si quelqu'un a un texte, si quelqu'un peut me donner la référence, il n'y a pas de problème. Mais moi, il n'y a rien je n'ai pas trouvé. Et ce que j'ai trouvé plutôt, c'est un article d'une personne sourde qui a été justement tirée au sort à Saint-Brieuc pour la cour d'assises de Saint-Brieuc pour pouvoir siéger dans un jury. Et donc, elle a eu un parcours un peu compliqué. Donc, c'est une personne que je n'ai pas interviewée, donc je vous relate simplement ce que j'ai pu lire dans cet article-là. Donc, je n'ai pas forcément plus de détails. Mais en tout cas, c'est un peu un exemple qui illustre les obstacles persistants pour les personnes sourdes de pouvoir exercer ce devoir citoyen-là. Donc, elle a été convoquée, elle a signalé le fait qu'elle avait besoin d'un interprète en langue des signes auprès du greffe de la cour d'assises. Et en fait, on lui aurait répondu que c'était trop coûteux, déjà, le premier argument. On lui a demandé de fournir des documents médicaux, puisqu'en fait, pour des raisons médicales, vous pouvez être dispensé de siéger dans un jury. Donc, elle a proposé, d'après l'article, de venir avec son propre interprète, mais elle n'a reçu aucune réponse. Donc, ce qui s'est passé, c'est que finalement, elle a été exemptée par la présidente de la cour d'assises pour des raisons médicales. Et ça, en fait, la décision de la présidente de la cour d'assises, elle s'est appuyée sur un arrêt qui date des années 87, qui en fait soulève la question de la présence de l'interprète dans la salle des délibérations. C'est-à-dire qu'il y a un secret des délibérés, seuls sont acceptés les membres du jury qui ont été tirés au sort et qui n'ont pas été récusés. Donc ça veut dire qu'ils vont suivre vraiment tout le processus pour arriver jusqu'au moment où on va décider de la peine. Et donc, là, le problème, c'est qu'on voit que c'est un véritable paradoxe parce que c'est un devoir citoyen, mais en fait, les conditions ne sont pas réunies pour pouvoir garantir la présence d'un interprète. Donc, là, toute la question, c'est en fait, ça s'est même retrouvé dans une question parlementaire qui a été adressée au ministère de la Justice.
Donc j'ai retrouvé ça sur Internet. J'ai retrouvé la question parlementaire qui a été posée par une députée. C'était en 2022 qui pose justement cette question-là de savoir pourquoi les personnes sourdes ne pourraient pas siéger dans un jury comme dans n'importe quel autre cas. Donc malheureusement, je n'ai pas eu de réponse, je n'ai pas trouvé de réponse du ministère de la Justice parce que cette députée, c'était la fin de son mandat. Donc j'ai pas de réponse à ce jour-là. Donc si vous avez par exemple des éléments d'information sur ce sujet, moi je suis preneuse parce que je trouve que c'est une situation qui mérite la réflexion et Anna nous apporte son éclairage en disant que c'est possible. On a aussi d'autres, il y a eu toute une recherche scientifique qui a été faite aussi autour d'un projet qui a été mené par l'Université de Sydney pour étudier justement la capacité des personnes sourdes qui utilisent la langue des signes à participer à l'administration de la justice en tant que juré. Et aussi de mesurer l'impact de la présence d'un interprète en langue des signes dans la salle des délibérés. Et en fait, les principales conclusions, c'est de dire que la participation des jurés sourds, elle est active, à condition que, bien sûr, que l'interprète ait les compétences requises. Et donc, c'est très important, comme disait Anna, que ce soit des interprètes qui aient vraiment des connaissances du domaine, qui puissent aussi gérer tout l'aspect émotionnel qu'il y a dans ce genre de configuration. Et on voit qu'il n'y a pas forcément d'impact de la présence de l'interprète sur les décisions même du jury. Donc en fait, en France, ce secret délibéré, en plus, nous, dans notre code éthique déontologique, on a la question du secret professionnel, donc ce serait quelque chose justement à invoquer dans ce cas-là en disant que de toute façon, dans toutes les situations où les interprètes interviennent, ils sont tenus au secret. Donc voilà. Donc c'est quelque chose à réfléchir. Je ne sais pas si vous avez connaissance de sourds qui ont été déjà tirés au sort pour être membre du jury. Ça serait intéressant d'avoir d'autres témoignages. Et pareil, si vous connaissez des situations où des interprètes ont été amenés à intervenir dans ce cadre que je ne connaîtrais pas, je suis preneuse aussi. I just wanted to add a couple of things. So, of course, the interpreter is part of the deliberations, and we already know that. But in America, the judge gives it's called an instruction. The judge gives the jury a lot of instructions, and one of them is that the interpreter is just there to facilitate language going back and forth and is not involved. And that seems to satisfy it. I mean, I don't really know why they can't do that here. You just say that the interpreter is not going to be involved in making the decision. Right. Okay, so I support you. Good luck, and let me know if I can help. Let me also, I think we're going to talk about this. Well, okay. We're going to talk about the civil cases, and we're going to talk about training. Training. Okay. But when do I talk about the civil? Maybe you can. Now? Okay. Okay, two things. Maybe it'll be in the wrong order. In California, a lot of deaf people, and especially in the big cities like Los Angeles and the San Francisco area. And there were deaf people who, like about 40 years ago, deaf people would be called to jury duty because you get called because you have a driver's license or voter registration. That's how they pick the names. So deaf people would be called and they would want to serve, and then the court would say, oh, I'm sorry, we don't have enough interpreters, so you can't. And so the deaf people in LA got mad and they got organized, and their organization sued the state of California and said, this is not right. We have deaf people who want to serve as jurors, and they can't because you don't have enough interpreters. And so they won this suit against the state of California. And as part of what they wanted, they said, we want you to set up and pay for 5 years of training.
So for 5 years, every summer, there was a 6-week training for sign language interpreters to become legal interpreters. And I was in one of those summers, which was great because they brought in all the best teachers from the whole country. And it was the training that made me want to go into legal interpreting. So we're going to go into this a little more, but I can start. I think there's another difference we found between the French system and the American system. In the American system, we have 2 kinds of court proceedings, and they both have juries. We have criminal, which we were talking about, if somebody steals something or shoots somebody, that. And we also have civil. So civil cases are when one person sues another for money, or a person could sue a company, or a company could sue another company. It's always about money. So there's not a defendant, there's the 2 sides. And in France, I believe, in this case, you don't have juries. You have 3 magistrates or something. So what's interesting about this is that people use these cases because they feel like they can appeal to the sensibilities of the people on the jury to be sympathetic to them. Now, there's a very famous case that you might have heard of, but I want to explain about it. It's a case where a woman sued McDonald's because her coffee was too hot and it burned her, and she won $3 million. Okay, so we have one person who says, yes, I've heard of that. And I looked this up. It's sort of an infamous case. If people, America, they sue for everything. Look, you could, come on, hot coffee from McDonald's and you get $3 million. That's terrible. Aha. I did some research and I went back and read about this case, and I want to explain it to you. So McDonald's, I won't tell you the temperature number because it's different in centigrade and Fahrenheit, but McDonald's made their coffee like boiling hot for some reason. This woman and her son got their coffee. They went and sat in the car. They weren't driving anywhere. And she was sitting down. She put the coffee cup between her legs and was opening the top to add some milk. And that's when it spilled. The coffee was so hot, it burned her thighs so badly she had to go to the hospital and have skin grafts. It burned the skin off her thighs. She was in the hospital for like a week or 2. Okay, so this is one thing. So, and maybe her bills were, I don't know, 100, 200,000, because, in the US, we don't have our medical insurance paid by the government, so we have to pay for our own. So she actually tried to contact McDonald's to settle, just pay my medical bills. That's all I want. And McDonald's gave her the brush off. So she decided to sue. She got a lawyer. And when they did what's called discovery, which means they can do all this investigation before the trial, they found out that there was a file that McDonald's had of 300 people who had had similar injuries from this really hot coffee. And they knew about it, but did they warn anybody? Did they put a sticker on the coffee? No, they kept doing it. So this case went to the jury. Now, in a civil case in the US, there's 2 kinds of damages, which means there's 2 kinds of money that can be paid. One kind is what you pay for real expenses, like the woman's medical expenses. Okay. The other kind is a punishment, because McDonald's should have known better. And so the jury was so mad that they, made $2,500,000 for punishment, and that the woman got that too. Okay, you still, even though that kind of sheds a little light on this case, you might think, oh, civil cases where people sue each other for money, that's bad. Well,
civil cases have helped deaf people a lot. Because civil cases are when deaf people can sue hospitals for not providing interpreters, schools for not providing interpreters, and then they have juries, not just judges, but juries who have sympathy, who have understanding, and that's really the point of civil trials. Now we have another kind of civil trial that's called a class action suit. I don't know if you have that here, but a class action suit is when a group of people who all share something and all feel that they have been hurt, harmed, can use their power as a class to sue. And I happen to be an interpreter for a case where the UPS, you have UPS, right? The truck driving company, and they send packages. Yeah, okay. So there were UPS, not offices, I don't know what you call them, stations all over the country. And there were deaf people that worked at all these places. The deaf people wanted to be drivers. The deaf people had driver's licenses. And they said, I'm a safe driver, I have a driver's license. And UPS turned down all the deaf drivers. So when there is a case like that you can get hundreds of people who have the same complaint, like the deaf drivers from all over the country, they did this class action, and you do that in federal court, and they won. I rest my case. Okay. So where are we? On peut passer à l'autre. Là, en fait, on va plutôt évoquer une autre discussion qu'on a eue entre Anna et moi sur la question de la formation et de la certification des interprètes en France et aux USA. Je veux bien l'autre slide. Alors, juste pour dresser un panorama en France, comme là c'est illustré, on a 5 formations de niveau master en France. Donc, vous avez Paris 3, Paris 8, Lille 3, Toulouse, Jean Jaurès, Rouen. Donc, en France, il y a une reconnaissance académique des compétences des interprètes en langue des signes. Donc, il y a un diplôme qui est de niveau Bac plus 5. Mais une fois qu'on a le diplôme d'interprète, on n'a aucune obligation de formation continue. On n'est pas obligé, si on veut intervenir dans le champ de la justice, de se former davantage pour pouvoir intervenir. C'est-à-dire que si on veut interpréter dans le milieu judiciaire, mais quelles que soient les langues de travail, il n'y a pas de condition de diplôme qui est explicitement citée. C'est-à-dire que on peut intervenir dans de nombreuses situations en prêtant serment dans certains cadres. Alors, dans d'autres, bien sûr, on fait appel à des interprètes qui vont avoir un titre qui est celui d'expert, traducteur, interprète, donc qui est inscrit sur la liste des experts judiciaires près des cours d'appel. Mais en fait, on peut très bien intervenir. Je ne sais pas, moi j'ai mon diplôme d'interprète en langue des signes, je viens de l'avoir. Je peux très bien aller dans un commissariat pour une garde à vue et aller interpréter les échanges qui ont lieu juste après mon diplôme. Je prête serment sur place, je peux très bien le faire sans avoir forcément les compétences requises. Mais si après je veux peut-être me spécialiser dans ce domaine-là, c'est presque une décision individuelle. C'est-à-dire que c'est un cheminement personnel. C'est-à-dire qu'on va, comme moi par exemple, je l'ai fait, je me suis documentée sur le droit, j'ai fait première année, deuxième année de droit, pour pouvoir avoir des connaissances un peu du contexte, du milieu dans lequel j'interviens. J'ai fait aussi la démarche pour être inscrite sur la liste des experts judiciaires près la Cour d'appel de Paris. Je l'ai été pendant 3 ans. Donc là, c'est pareil, pour être inscrit sur la liste des experts, en fait, on va remplir un dossier qu'on va adresser au procureur de la République. Et après examen de celui-ci, on va avoir, par exemple, une enquête de moralité. C'est-à-dire que moi, je suis allée dans un commissariat de la ville. J'ai rencontré un agent qui posait des questions sur pourquoi je voulais intervenir pour le ministère de la Justice. J'ai eu quelques questions, mais ça a duré une demi-heure.
c'est vraiment un entretien pour voir la probité morale de la personne qui veut prétendre à ce titre. Alors après, il n'y a pas d'entretien supplémentaire, il n'y a pas d'examen de passage pour pouvoir être inscrit sur cette liste. Et après une période probatoire, en fait, on est inscrit sur cette liste pendant 5 ans et c'est renouvelable à chaque fois. C'est-à-dire qu'on va envoyer tous les ans un listing de ce qu'on a fait, c'est-à-dire on est intervenu dans tel type de procédure, on peut faire un état de service et on va aussi fournir des justificatifs de formation parce qu'on a quand même une obligation de se former un minimum. Mais par contre, c'est pas forcément, on ne va pas me demander d'avoir suivi un DU particulier. On va, par exemple, je ne sais pas, assister à l'Assemblée générale de l'AFTILS, de l'Association française des interprètes et des traducteurs en langue des signes. Bah, ça pouvait être aussi un justificatif que je fournissais pour dire, voilà, je me documente. Donc, il n'y a pas vraiment de contrôle sur ce qu'on connaît, sur les compétences des interprètes. Donc, si on veut approfondir toutes ces questions, c'est une démarche individuelle. Mais par contre, voilà, si on fait cette démarche-là, il existe quand même des formations après le diplôme d'interprète. Il y a la formation de Lille, c'est-à-dire que, d'ailleurs, il y a une session qui va avoir au mois de juillet cette année. Là, je vous conseille de la faire. Moi, je l'ai faite il y a 8 ans. Donc, c'est l'interprétation en milieu spécifique, interprétation en milieu judiciaire. J'ai adoré cette formation. Vraiment, c'est pas énorme, c'est 4 jours, je crois, si ça n'a pas changé sur les modalités. Mais moi, j'ai apprécié parce que c'était un moment où j'ai eu beaucoup d'informations sur comment fonctionnait le système judiciaire. J'avais aussi des échanges, on avait des intervenants qui venaient. Par exemple, on a eu une directrice de centre pénitentiaire qui est venue nous parler de comment on fait des soins en prison. Enfin, il y a vraiment pas mal, ça dressait un panorama assez intéressant. Donc moi, je vous conseille de la faire, surtout qu'il y a un niveau 2 et qu'à chaque fois que je veux faire le niveau 2, il est annulé. Donc plus il y aura de personnes qui auront fait le niveau 1, plus le niveau 2 aura lieu. Voilà, donc ça, c'est Sandrine Trottin qui est interprète en langue des signes dans le Nord, qui est responsable, enfin en tout cas qui dispense cette formation-là. Et vraiment, voilà, je tiens à lui dire que j'ai bien apprécié d'y participer. Sinon, on a aussi un DU à l'ESIT qui s'appelle Traduction et interprétation judiciaire et de service public. D'ailleurs, il va y avoir une session, d'après ce que j'ai lu, en 2025-2026. Et donc là, on peut avoir aussi pendant 1 an par exemple, ça va être un bagage théorique autour des méthodologiques pour consolider toutes les compétences et les techniques de traduction et d'interprétation. Notamment dans l'interprétation judiciaire et de service public. Mais il y a aussi d'autres façons aussi de se former en France, c'est-à-dire que dans cette démarche individuelle, ceux qui sont experts traducteurs et ou interprètes, donc ETI on les appelle, en fait, certains adhèrent à des associations qui vont leur dispenser des petites formations sur des sujets ponctuels, par exemple comment se déroule un procès en cour d'assises. C'est sur des thématiques comme ça ciblées où on va pouvoir avoir des connaissances, acquérir des savoirs sur ces sujets. Et comme je vous disais en introduction au réseau légal, on fait aussi ce genre de choses. Ce n'est pas des formations à proprement dites, mais c'est des communautés de pratique où là, c'est des savoirs partagés entre professionnels qui interviennent dans certains domaines. Et selon certaines thématiques, on va échanger sur le sujet en langue des signes, c'est 100% langue des signes. Et on va échanger sur le lexique après, qui est rattaché à cette thématique-là, pour non seulement consolider les savoirs théoriques, mais aussi les savoirs linguistiques, pour pouvoir exprimer tous les concepts qu'on a pu voir à ce moment-là. Donc, tout ça pour dire qu'en France, la formation continue en milieu judiciaire, c'est vraiment une démarche proactive des interprètes. Et la question de la spécialisation des interprètes, elle est pas d'actualité encore parce que déjà, matériellement, pour intervenir en justice, c'est tellement aléatoire les demandes. Parfois, il y a des gros rushs de demandes en justice et des fois, il n'y a rien du tout. Donc, ça ne peut pas faire un temps plein forcément. Il y a aussi encore à consolider la place qu'on a en tant qu'interprète dans ce milieu-là. Il y a plein de choses qui font que les interprètes en langue des signes, pour l'instant en France, ne se spécialisent pas et il n'y a pas de certification comme ça peut être le cas aux États-Unis.
La prochaine slide. Okay. So I think that interpreter education in France is really great. And the US is a big mess, I have to say. So you have everything centralized and everybody learns the same thing in all the 5 universities, and it's a very high level. I've visited 3 of them, and I think it's a wonderful education. Somehow we don't have that in the US. We have a mixture. In the whole United States, there's only 5 universities that give a master's degree in sign language interpreting, which is what you have here. Then we have other universities that give a BA, which is a lower degree, a bachelor's degree. But really, there's many what are called community colleges, which give a certificate. And it's not really a diploma. And these community colleges are kind of trade schools, in a way, where people learn to be I don't know, an auto technician or to draw blood, or it's a very specific skill. So it's not the deep kind of education, the broad kind of education that you have here. And that's where many interpreters are and have been trained. So what we do have is RID, the Registry of Interpreters for the Deaf, which has been around for more than 50 years. And what happens is that you take tests at RID to become certified. And once you're certified, which might take a few years after graduating from one of these maybe not so great programs to get more experience, and then you're certified, then you're kind of approved. And most places require a certified interpreter. But also there's variations, because certain states like Texas, they give their own certification. They make their own rules. So that's one thing that I feel like we're kind of a mess at. But I think the next slide is about how legal interpreters get trained. Is that where we are? Yes. Okay. So, okay. I think that one of the biggest things that shocked me about France, learning about your legal system, and I really mean like my mouth is open, kind of shocked, is that there's no requirement for any language interpreter in court to have a certification to prove that they're good. I've heard all these stories that anyone can walk into a court and say, oh, I interpret Spanish. Yeah, I can interpret sign language. And then they make mistakes. Now, these are just not little mistakes. I mean, this has the potential to ruin somebody's life and put them in jail. So I'm more than shocked. So in California, you know, California is above Mexico. We have a lot of Spanish speakers. We have 400 certified Spanish interpreters for court. 400 interpreters who took, there's 4 tests you have to take to become a certified Spanish interpreter. You have to take, the first test is a written test about law. The second test is about interpreting from English to Spanish and then Spanish to English. And the last test is an oral test where they actually watch you interpret. And sign language interpreters basically have the same thing. And that's what I had. So I'm a part of RID, that's our organization that I told you for many years gave a test after you got your general certification. And really, you should probably wait 5 or more years, 5 to 10 years of experience before you even think of getting a legal certificate. And then I did that. I was lucky to do that 6-week training. And I have to do training every year, like 40 hours. We have to continually improve our training. So RID had a test
and it was called the SCL, Specialist Certificate Legal. And that's how all the legal interpreters got their certificate. But after, I think, 20 years, their test has gotten too old. And so they stopped giving it. That made things get quite messy. Texas made their own test because that's what Texas does. Now RID said they're going to start developing another test, but it takes a long time because you have to prove that it's accurate and all that. So, but anyway, in you can't even walk into a court and be an interpreter without some proof that you are certified and have training and have passed all this. And there's so many problems that could happen. You know, there's words that mean the same, that sound the same, that are used the same, but they have totally different meanings in everyday speech and in court, and that can cause big misunderstandings, or somebody going to jail. And I've heard already 2 stories. I don't know if you want to share one about how a sign language interpreter in France who is not experienced made a mistranslation. Do you want to? Oui, moi par exemple, juste un petit exemple qui me vient en tête sur justement un nom, enfin un mot dans le sens commun qui peut avoir un autre sens dans le sens juridique. Moi, je sais qu'une fois, j'ai été à un procès où il y avait une personne qui n'est pas formée, diplômée, mais qui a aussi certainement pas les connaissances juridiques, qui interprétait dans ce cadre, et qui signait pour parler du parquet. Donc le parquet, c'est le ministère public, qui signait voix comme le parquet sur le sol. Donc ça peut être, voilà, donc donc c'est pas du tout la même chose, la même signification. Ça peut être un code, je ne sais pas, mais en tout cas voilà, il peut y avoir des erreurs d'interprétation bien sûr, mais dans l'ensemble du contexte, il y avait toutes les conditions qui étaient réunies pour qu'il n'y ait pas les compétences nécessaires dans ce cadre-là. Et là, ça pose vraiment question sur l'interprétation de tous les autres termes, la compréhension du monde dans lequel on intervient en tant qu'interprète, et qu'est-ce que la personne sourde reçoit de ça. Parce que, en fait, la présence des interprètes en langue des signes, elle est quand même aussi corrélée à la notion de droit d'accéder à des informations dans sa propre langue, de pouvoir connaître aussi l'environnement, l'écosystème judiciaire, mais aussi l'avancée de sa propre procédure dans laquelle on est impliqué. Donc, en fait, il y a une responsabilité à avoir dans ce cadre-là particulièrement. Ça l'est dans tous les autres cadres, mais là, vraiment, pour le coup, il y a vraiment des conséquences que l'on peut concrètement aborder, puisqu'il peut y avoir une sanction. Il peut y avoir aussi, par exemple, ça rejoint aussi la question de la trace sur les PV qui sont rédigés en garde à vue, quand, par exemple, il va y avoir des erreurs d'interprétation ou il va y avoir des choses qui vont être gardées tout au long de la procédure pénale. C'est-à-dire que quand on rentre dans un commissariat et qu'on va être, par exemple, en garde à vue ou qu'on va porter plainte, il y a cette trace-là, elle peut suivre dans son dossier jusqu'au moment du procès et qui peut être réutilisée à un moment pour pouvoir faire valoir comme preuve, pour pouvoir discréditer certains aspects. Donc, en fait, tout ça, tout ce qu'on dit, tout ce qui est formulé, tout ce qui est retransmis dans ce contexte-là, ça engage énormément de choses et ça engage la responsabilité particulière de l'interprète aussi. Something that I've talked to several interpreters about this, and I've been told that interpreters don't like to work in French courts for several reasons. One is they don't get paid very much, and second, it takes like a year to get paid, I think, because of the bureaucracy that France is famous for, and I'm sorry to hear about that. But just to give you a comparison, in the US, I feel like certified legal interpreters are respected to be the top of our field. And we're paid more because, and I think we should be, because we have this extra training and skill and certificate, and we're dealing with the most important
So it's a bigger problem than just sign language interpreters because the whole French court system doesn't seem to recognize that they need to have experts to be their interpreters. Ils ont leur liste, ils ont les listes des experts qu'ils ont désignés et qui, pour le coup, sont validés par le ministère de la Justice puisqu'ils sont reconnus comme étant experts. Par contre, les instruments pour pouvoir évaluer leurs compétences, je ne vois pas vraiment quels sont les indicateurs en fait. C'est surtout ça. Okay. Okay. Next. Là, c'est un autre sujet qu'on a aussi abordé dans nos échanges, qui est la question en fait que les interprètes ne travaillent pas seuls dans la justice. En tout cas, ça a été beaucoup sujet à des discussions entre nous, parce que voilà, on a pour essayer de délimiter les contours entre les intermédiateurs en France et les deaf interpreters aux États-Unis. Donc, on peut passer à la slide suivante. Voilà, en fait, on a pour nous en France, donc dans certaines situations, on ne va pas forcément intervenir seul en tant qu'interprète. C'est-à-dire que, par exemple, je ne sais pas si on nous appelle pour une garde à vue et qu'on nous dit que c'est une personne qui a été interpellée et que cette personne est un sourd étranger, on va supposer, par exemple, qu'il n'a pas la langue des signes française, ou en tout cas, c'est une possibilité qu'on envisage à ce moment-là. Et on se dit, dans ces cas-là, il faut faire appel à un intermédiateur qui va être un professionnel sourd, qui va être un référent culturel, linguistique, et qui va permettre justement de venir en binôme et en complémentarité du rôle de l'interprète pour pouvoir passer les informations, les adapter tout en gardant l'autonomie de la personne, mais pour pouvoir que les informations passent d'une langue à une autre et que ce soit compréhensible pour la personne qu'on a en face. C'est aussi le cas, par exemple, dans des situations avec des enfants où là, un interprète... Pardon. Alors, pour que la personne, donc l'intermédiateur va passer les informations pour que la personne... laquelle Oui, pardon. Je reprends. Dans le contexte, par exemple, d'une garde à vue, si la personne sourde qui a été interpellée est une personne sourde étrangère qui n'a pas la langue des signes française, nous, en tant qu'interprète, on va faire appel à un intermédiateur. On va venir à deux dans le commissariat et en fait, on va travailler en binôme et en complémentarité. Puisqu'en fait, un interprète en langue des signes, il va de manière neutre, impartiale, transmettre les informations, avoir une posture professionnelle particulière, ne va pas ajouter, enlever des éléments. Et donc, pour pouvoir s'adapter, pour qu'il y ait vraiment une référence linguistique, culturelle, l'intermédiateur va être là pour pouvoir justement faire ce rôle de passage. Et parce que c'est sa langue première, qui va avoir des stratégies, qui va être formé pour pouvoir passer des informations pour que ce soit compréhensible de la part de la personne étrangère, sourde étrangère. Mais ça peut être aussi dans le cas de situations où on est en contact des enfants, où là, le rôle de l'interprète peut poser question, où il y a des enjeux, par exemple, très, très importants, où il va falloir avoir des informations très, très précises. Et donc, l'interprète, dans ce cas-là, va avoir des limites dans son rôle. Donc, un intermédiateur va pouvoir faire le rôle qu'on lui demande dans ce cadre-là. Ou pareil, avec des personnes sourdes qui vont avoir par exemple, des troubles mentaux, qui vont avoir des maladies psychiques, qui vont empêcher cognitivement qu'il y ait des choses qui soient aussi fluides qu'avec une personne qui n'a pas de maladie mentale. Et donc, dans ces cas-là, voilà, on a un professionnel. Mais le point d'entrée, c'est souvent l'interprète. C'est-à-dire que c'est souvent par l'interprète que l'intermédiateur va être contacté. Après, il y a des structures, il y a des services d'interprètes qui ont des intermédiateurs directement dans leurs équipes. Donc là, c'est beaucoup plus facile de faire passer les demandes. Et généralement, c'est vrai que quand on est en plus inscrit sur la liste des experts, on est facilement joignable en tant qu'interprète. Et le point d'entrée pour évaluer un peu la situation du besoin ou non de l'intermédiation, c'est un peu nous, en fait, qui allons évaluer ça, à tort ou à raison. En tout cas, c'est un peu le processus dans lequel on est en France pour pouvoir faire appel à ces intermédiateurs. Ce qui n'est pas forcément le cas aux États-Unis. So we've talked a lot, and
it's not exactly clear what the differences are, but somehow you divide the deaf intermediaries' role into three things, and I think we put it all together. And in terms of legal interpreting, deaf CDI is for certified deaf interpreters, so they have to have certification too, and they have to have legal certification. So they have all the experience that I do, and they're at the same level. And it's becoming more common now that it's the deaf interpreter who takes the lead. For example, I work with one deaf interpreter quite often, and she tells the court administration, okay, when there's a new person who's going to have a case called, always have a deaf interpreter. And the deaf interpreter makes the decision whether this person needs to have the deaf interpreter from now on, or, oh, this person maybe became deaf when they were in their teens, and they're fine with the more signed English interpreter that the hearing person is. So it's not up to, this has changed, but I think deaf interpreters are getting more respect, and they're taking their place more, that they are the ones who have the language from childhood. They are the ones who have the internal, just like the same experience that they can connect. So instead of the hearing interpreter calling, oh, I need help from a deaf interpreter, it's the deaf interpreter who kind of takes the lead. That's not true everywhere, but it's happening more and more in the US. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que la différence entre les intermédiateurs et les deaf interpreters, on a eu beaucoup de discussions sur ça, et en fait, ça s'inscrit beaucoup dans l'approche théorique qu'on a en France sur le processus d'interprétation et de traduction, puisqu'en fait, on sépare les deux. On va avoir des diplômes, des formations et des diplômes pour chacune des compétences. Et l'intermédiation, en fait, qui est apparue notamment dans tout le contexte des hôpitaux, où ça s'est vraiment instauré dans ce contexte-là en premier lieu, puis après, ça a vraiment pu dépasser ce cadre, et donc il y a eu des formations qui se sont créées, qui relèvent de la médiation sociale, culturelle. Là, c'est aussi une formation de part. C'est-à-dire que nous, en France, on a trois métiers, 3 formations, 3 diplômes différents. Et donc, un interprète sourd peut être traducteur sourd, Vivien, je crois, les deux. Mais en tout cas, il faut en tout cas cette formation-là dans les 3 domaines pour pouvoir enfin, pardon, je reprends, il faut avoir une formation dans chacun des domaines, alors que les deaf interpréteurs, aux États-Unis, en fait, ça s'est formalisé cette fonction-là, parce que on sait que les sourds, ils ont toujours eu ces appétences-là depuis l'enfance. Ils ont eu un peu les compétences d'intermédiaire. J'arrive plus à parler, pardon, je reprends. D'intermédiaire linguistique. Donc on appelle ça les language breakers. C'est-à-dire que, par exemple, dans les contextes scolaires, ils vont faire de la médiation avec leurs camarades. Ils vont traduire des courriers comme ça. Donc, il y a des compétences qui sont informelles, qui ont été acquises au fur et à mesure de leur vie et qui se sont formalisées après sur cette fonction-là de deaf interpreters. Donc, en fait, c'est une approche théorique qui est différente entre la France et les États-Unis sur en fait, la dénomination de ces fonctions-là. Je ne sais pas si je suis claire, je commence à fatiguer. J'espère que ça va pour les interprètes. Okay. So I have two things I want to say. One thing I found out in talking to interpreters here that's a big difference is that it seems that you follow simultaneous interpreting model all the time. That is also a shock to me, because in the US, we have done studies, and we, especially in court, do consecutive. So that means that I watch the sign language, the whole utterance before I start speaking. I might take notes. Let's say there's a witness who's testifying, and I would probably take notes, and then I would speak when they're totally finished. And it comes out a lot smoother, I think, more accurately.
And I'm not sure why you don't do this, but especially if I work with a CDI, that's how we're going to do it. And they do it too, and they take notes. So, we have often teams. So if it's an all day or if it's a half a day trial, we're going to have two sign language interpreters and two CDIs because we work as a team and we get tired and we switch off like these interpreters are doing. But the person who's not the on interpreter helps the others sometimes by taking notes or pointing to the note, like where they are. And it really works out well to do this with consecutive interpreting. And I find that the utterances that I make are a lot smoother and cleaner and sound more natural, and I can put in expression because I'm not trying to catch up with what did they just, okay, wait, no, he said that, that goes at the end of the sentence. You watch the whole thing, and I'm not sure about LSF and French, but ASL and English are really in a different order. So I really shouldn't start speaking till I get to the end of the sentence because that might change the whole thing. And then I have to do it all over again. So I vote for consecutive interpreting. Okay. And I just want to say another thing about deaf interpreters. We do the same thing like a person from another country, okay, or a person with mental problems. We have deaf interpreters for those people. But you don't have to have any of those things because without the deaf interpreter, let's say there's a deaf person in court. They're the only deaf person in the whole courtroom. The judge is hearing, the staff is hearing, the interpreter is hearing, everybody's hearing except this one deaf person. And that kind of puts them in a position that they probably don't feel comfortable and they don't feel like they can totally express themselves because they're the only deaf person in this very hearing environment. And when you bring in a deaf interpreter, all of a sudden there's another deaf person who gets it. Then something that happens very often in American court proceedings, I don't know, maybe you've seen American movies on TV, they ask a question and they say, answer yes or no. That happens all the time. Well, in sign language, I don't think in American Sign Language and deaf culture, you don't usually answer a question, yes, no. You add context. You tell, well, wait, I have to tell you what happened before. I'll tell you that. And the judge, I hear your laughter. The judge, when the lawyers get really upset. No, we told you yes or no. If you can't answer yes or no, we're going to find you in contempt. Okay, so what do you do? Well, if you have a deaf interpreter, I find that the deaf interpreter can emphasize this in a way that if I do it, it's kind of, the hearing person telling the deaf person what to do in a way that's not comfortable. But when the deaf interpreter tells the other deaf person, okay, here's the question. You need to answer yes or no. Question. Okay, yes or no, which is it? It's very directive, but it works. And because they're both deaf, there's no judgment about it. So I don't know. I love working with CDIs, and I think they're very valuable for many cultural as well as language reasons. Okay. Je pense qu'on a terminé, puisqu'en fait, c'est la session des questions. Oh, Sinon, we have some more. Oh. Ah oui. Oh, okay. We don't have Non, on peut montrer comment on travaille un CDI. Okay. This is an old film, but it gives you an example. So they just asked the question, didn't you have 3 DUIs? And the hearing interpreter told the deaf interpreter, and then the deaf interpreter relayed the question, and then
Merci beaucoup pour toutes ces informations. C'était une conférence très enrichissante. Donc, je voudrais vous remercier à nouveau pour tous les thèmes que vous avez abordés. Ça a été vraiment très intéressant et vous avez respecté le timing. Merci beaucoup. Je pense qu'on peut profiter maintenant de la session de questions-réponses. S'il vous plaît, faites le tour pour venir poser la question sur l'estrade. Je vous remercie. Bonjour à tous, je suis Anne Ladec. J'ai vraiment beaucoup apprécié cette conférence. Merci beaucoup pour tout ce que vous avez partagé aujourd'hui. Évidemment, il y a différents thèmes à aborder entre la France et les États-Unis, le rôle de l'intermédiateur et de l'interprète sourd. Les choses sont en train d'évoluer en France et j'espère qu'on y parviendra. C'est vraiment l'objectif qu'on souhaite voir réussir ici. J'ai une question pour Émilie. Notamment sur le sujet du fait qu'il n'y ait pas besoin de diplôme pour aller traduire dans le système judiciaire français. Est-ce que l'association, alors non, je ne me rappelle plus, c'est l'association légale, est-ce que vous avez déjà réfléchi à comment pouvoir avoir un impact sur le système et de certification des interprètes? J'avais une autre question en lien pour Anne sur le secret, sur le fait qu'on refuse des interprètes puisqu'il y aurait un devoir de secret au sein de la salle de délibération. C'est ce que vous disiez, qu'aux États-Unis, il était possible de faire partie des jurés, alors qu'en France, ce n'est pas possible. Est-ce que peut-être c'est une histoire d'ouverture d'esprit? Est-ce que la France n'est pas prête à accepter que des personnes sourdes participent aux délibérations des jurés? Voilà, je crois que j'ai posé mes deux questions. Est-ce que je peux poser une autre question? Non, c'est bon. On va peut-être déjà répondre à ces deux questions. Et puis on verra par la suite. La question des interprètes non formés, non diplômés qui peuvent intervenir dans le contexte judiciaire en France. Moi, dans mes recherches, dans ma thèse, j'ai commencé à collecter beaucoup de témoignages autour des expériences des interprètes formés et diplômés qui interviennent dans ce cadre-là. Et cette question-là, elle revient sans arrêt dans tous les témoignages. Parce que dans toutes les cours d'appel, on a des expériences, souvent des interprètes qui passent après d'autres interprètes, enfin d'autres, qui font office d'interprètes, qui passent après elles et qui se rendent compte qu'il y a énormément d'erreurs qui ont été produites au sein de la procédure, dans des témoignages ou alors dans des positionnements professionnels. Ça arrive partout. Je ne pense pas tous. Je pense que je ne connais pas. Je n'ai pas du tout enquêté auprès des personnes qui n'ont pas de diplôme ou qui ne sont pas formées. Je ne peux pas dire qu'ils sont incompétents ou quoi que ce soit. Je ne sais pas. Tout ce que je sais, c'est qu'il y a un cadre d'exercice qui n'est pas le même que celui des interprètes qui sont formés, diplômés. Il n'y a pas la même référence, il n'y a pas le même positionnement. Qu'il y a aussi au niveau linguistique, il y a certainement aussi des différences à ce niveau-là aussi qui sont observables. Mais c'est quelque chose qui revient sans arrêt dans tous les témoignages des interprètes et qui pose énormément de questions puisque, en fait,
là, un sourd peut se retrouver en face d'un interprète non formé, non diplômé, mais qui a le statut d'expert judiciaire. Et là, c'est arrivé qu'il y ait des interprètes qui se retrouvent côte à côte, qui ont été convoqués en même temps. Donc, c'est un interprète qui est formé, diplômé, et de l'autre côté, c'est un interprète qui n'est pas formé, qui n'est pas diplômé, mais qui est expert judiciaire, près d'une cour d'appel, et bien, il est prioritaire. C'est-à-dire que l'interprète qui pourrait avoir toutes les compétences et qui a la reconnaissance académique va devoir partir. Et donc, il y a des sourds qui sont obligés, parce qu'il y a cette question de l'expertise, de pouvoir prendre sur eux et d'avoir un interprète qui n'a pas les compétences requises, dans certains cas, pour pouvoir assurer cette fonction. Donc, c'est vraiment quelque chose de très récurrent. Pour l'instant, je n'ai pas encore tout à fait creusé ce sujet-là dans mes analyses de témoignages, mais en tout cas, je sais que c'est une récurrence. Et il y avait une autre question aussi. J'ai retrouvé ma troisième question, c'est très clair, merci beaucoup. Donc il faut vraiment échanger, et puis en France, qu'on arrive à changer un peu ces ETI. Pour moi, c'est vraiment la première étape. Voilà. Il nous faut des interprètes sourds donc qui puissent participer aux procédures judiciaires. Sur la loi à l'ADA, dont vous avez parlé, Anna, donc c'est en 99, et tout de suite, donc on a pu avoir des interprètes, il n'y a pas eu de problème, ou est-ce que il y a quand même eu au départ un problème budgétaire et financier, j'imagine, en tout cas en France, j'imagine que si une loi comme ça était votée, et qu'on disait, comme l'a expliqué Émilie, après concrètement, on aurait quand même un blocage au niveau financier et sur les dépenses budgétaires, etc., du gouvernement, qui ne serait pas prête sur le coup, et donc il faudrait, à mon avis, que le ministère de la Justice, qui aujourd'hui on sait a des gros problèmes judiciaires, et d'autres problèmes du ministère également avec les restrictions qu'on a, mettent en place tout un système de financement qui ne pourrait pas être automatique. Donc moi, ce qui m'intéresse à savoir, c'est comment est-ce qu'on fait par rapport, comment ça s'est passé aux États-Unis, justement, par rapport à ce problème budgétaire et financier, et est-ce qu'on peut envisager de le faire répliquer en France? I'm sorry, I don't know if I'm an expert on budgetary things. I know that courts don't want to pay. I mean, you're asking me how it started, I think, and I don't really know that. Let's see. Okay. Like I said before, it's not centralized in the US the way it is in France. So every state probably has a different kind of budgeting system. And in fact, every county in California, I don't know if you have counties, but a county is like maybe 5 cities in an area. What's the word for that? You know? Département. Okay. So every département has different rules. And during COVID, the one where I live, all of a sudden got crazy and decided that they wanted to pay all the interpreters like $100. $100 is like a quarter of what we got, let's say. And they just decided that. And we were like, wait a minute, how can you do that? Well, we're having a budgetary crisis in California. Well, you know what? All the other counties were fine paying us what we had been getting. And I'll just give you an example that this one county that I really am mad at, they set up something that every time there is a job, an assignment open, usually you would say, oh, are you free Tuesday afternoon? And I'd go, yes, I am. Okay, great. Here's all the details. But this one county has this rule that they say, are you free Tuesday afternoon? I say, yes. They say, okay, well, I have to get 3 bids from 3 other interpreters, and then we take the lowest one, which makes no sense because by the time they find out which is the lowest one, I've already given up that time slot. So we're a little crazy with the money. I'm sorry, I can't give you a better answer. And if it's all going to be standardized in France, I don't know.
Merci en tout cas pour cette réponse. J'espère qu'à nous, ça va nous aider un peu à réfléchir et à provoquer un peu une réflexion pour notre avenir, pour que la situation évolue positivement. Je parle. Je m'appelle Andrea et merci infiniment pour cette conférence. C'était vraiment génial. Je trouve génial de pouvoir voir les deux pays et comparer point par point. C'est très, très riche. Merci beaucoup pour votre travail et cette préparation. Et merci énormément aux interprètes. C'est absolument dingue le travail qu'ils font les interprètes, de passer de l'anglais au français, à la LSF, etc. Donc, merci beaucoup aux interprètes. Et j'avais une question qui m'intéresse beaucoup, la question de la loi des États-Unis, ADA. Qu'est-ce que la convention de 2006 de la ONU, est-ce qu'il y a des choses de la convention de l'ONU de 2006 qui a modifié ou renforcé la loi de 1990 aux États-Unis? Ok, pas de problème. Notre question, qu'est-ce que Trump est en train de faire maintenant avec le ADA? I told you I don't want to talk about Trump. He's a horrible, and I'm sorry what he's doing to you and everybody else in the world. Okay. Okay. Thank you very much. Émilie, je posais une question sur les statuts de la langue des signes dans le système judiciaire. Et on voit bien, parce que tu l'as dit, d'une part, la langue des signes, elle est dans une loi sur le handicap. Donc, c'est un outil de compensation de handicap. C'est un outil qui permet l'accessibilité pour les handicapés. Mais ce n'est pas un véritable statut linguistique, puisque si on croit qu'une langue, c'est véritablement une langue qui appartient à un peuple, donc cette langue, elle doit être partout dans les systèmes d'organisation sociale de ces sociétés. Et non seulement quand on a l'argent pour pouvoir la payer. Le cas que tu présentes sur la question de cette personne sourde choisie pour faire partie d'un jury et qui a été finalement refusée par une manœuvre politicienne, il a été permis justement parce que la langue des signes n'a pas un véritable statut finalement, comme langue de la République. Donc, ce qui m'intéresserait, est-ce que tu peux donner, est-ce que tu as des références, par exemple, dans d'autres langues? C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe quand un citoyen lambda, mais qui ne parle pas français, doit affronter un procès pénal, par exemple en France? Est-ce que c'est automatiquement obligatoire qu'on ait des interprètes de sa langue? C'est dans le droit à la traduction et à l'interprétation, c'est aussi la directive européenne qui le stipule dans tous ces... qui le mentionne en fait ce droit-là et qui se retrouve en fait pour les personnes qui sont impliquées dans les procédures pénales, qui peuvent faire valoir leur droit à avoir une interprétation, le droit à l'assistance d'un interprète dans leur langue à eux, dans toute la procédure. C'est au nom du droit au procès équitable. C'est toutes ces notions-là qui sont invoquées. Donc, il y a quand même un cadre européen qui existe pour pouvoir justement faire valoir ce droit. Et les sourds peuvent, en tout cas, faire valoir aussi dans ce cadre-là. Mais c'est vrai que c'est compliqué dans le sens où c'est sûr qu'il y a une loi En fait, les sourds sont appréhendés comme étant des personnes avec la question du handicap et des personnes comme communauté linguistique. C'est tout le propos linguistique et culturel, en fait. Il y a ces deux aspects-là qui s'entrechoquent. Mais du coup, il y a deux références aussi au cadre légal auquel on peut se référer pour pouvoir faire valoir ce droit à l'interprétation. Donc, c'est tout le propos justement de la FNSF, de pouvoir inscrire aussi
la langue des signes dans la Constitution française pour que ce soit reconnu comme une langue de la République française et que ça puisse se déployer dans tous les pans de la vie sociale pour pouvoir justement accéder aux informations, pour pouvoir participer pleinement en tant que citoyen en fait de cette société française. C'est un peu ce qui est revendiqué et c'est un peu cette proposition de loi constitutionnelle qui a été déposée en 2022. Je pense que c'est dans tout ce mouvement-là où justement ça aura certainement des incidences au niveau de la justice, où là il n'y aura pas d'ambiguïté, enfin, c'est une langue de la République, donc il y aura certainement un impact positif sur ça. Après, moi, je n'ai pas encore étudié tout à fait ce sujet-là, je suis en train de creuser la question. Donc si vous avez des références et si vous pouvez m'aider, il n'y a aucun souci, ça m'aidera beaucoup pour avancer dans mes recherches. Voilà. Merci. I just want to make one comment that in the US, ASL is not recognized as a language, but deaf people still have all these rights from the ADA as disabled, quote unquote. On a une question à distance, donc l'interprète va lire la question dans le chat. Merci à Émilie et Anna pour cette conférence passionnante et très complète. Auriez-vous un détail qui vous aurait marqué chacune, que vos échanges ont éclairé sur vos pratiques respectives? Question ou C'est un témoignage, c'est ça? You're welcome. Okay. Merci, vraiment, merci beaucoup. Cette conférence était super intéressante, extrêmement riche. Bon, on a plein de questions, évidemment, mais j'ai bien compris que j'ai le droit qu'à 2 questions. Alors, ma première question, c'est pour Anna. Ça revient justement sur les interprètes en DA. Enfin, les Deaf Interpreters, les DI. Quel est le processus de formation, justement, pour qu'ils deviennent eux-mêmes Deaf Interpreters dans le cadre judiciaire? Souvent, si je pose cette question, c'est que, en fait, comme vous l'avez dit, il y a 2 métiers. Il y a le métier des interprètes, et puis, métier, par exemple, le comédien, et puis, pardon, il y a le métier d'interprète, et puis après, il peut y avoir des erreurs qui peuvent être faites dans l'interprétation. Et puis, l'autre question, c'est sur les intermédiateurs. Ouais, un médiateur, je ne sais pas, qui va en justice. Les intermédiateurs, oui, sourds, est-ce qu'ils peuvent intervenir dans des prisons ou est-ce que c'est seulement dans le système judiciaire qu'ils interviennent, par exemple? Alors, on a, en tout cas, j'ai oublié de le mentionner tout à l'heure, mais il y a une intermédiatrice qui est inscrite sur la liste des experts judiciaires près la cour d'appel de Toulouse. Pardon, de Toulouse. Donc, je pense qu'il faudrait lui poser la question de savoir où est-ce qu'elle intervient, mais généralement, en fait, ils peuvent intervenir dans tous les cadres où il y a un besoin linguistique, où il y a un besoin que la présence d'un interprète en langue des signes ne suffit pas, que la personne qui est locutrice de la langue en face de l'interprète n'est pas en mesure de comprendre la langue de l'interprète directement, ou n'est pas en mesure de comprendre ce qui se passe, où il y a besoin vraiment d'étayage, il y a besoin de reformulation. Donc, je suppose que des intermédiateurs peuvent intervenir en prison, ils peuvent intervenir dans toutes les phases où il y a un besoin. Simplement, après, par quels moyens ils sont contactés? La plupart du temps, comme ils ne sont pas inscrits sur les listes des experts, comme je disais, c'est souvent par les interprètes. Donc, s'il faut qu'il y ait une évaluation du besoin, c'est souvent par ce biais que ça passe. Donc, il faut aussi que les interprètes soient appelés dans ce cadre-là, généralement, pour pouvoir ensuite que l'information passe. Mais je pense que oui, je pense que s'il y a un besoin, c'est possible d'intervenir là.
And to answer your question about how do deaf interpreters get their legal training, there's not just one way. It's really up to them. We have a lot of trainings available on video, on Zoom, and probably that's what they do, is take different trainings. And it's really their own responsibility to do that. So good for them. They have to be very motivated. Fact. Yep. J'ai une question pour Émilie par rapport au métier d'intermédiateur. Il me semble qu'à la création de cette profession, on était plus destiné au secteur de la santé, et puis finalement, ça s'est étendu à d'autres secteurs tels que le judiciaire. Donc, je me demande si, par exemple, quelqu'un qui aurait le diplôme d'interprète sourd, par exemple, on a des interprètes sourds diplômés à Lyon, pourrait intervenir dans les procédures judiciaires ou pas. Alors, je ne connais pas vraiment la situation, mais je sais qu'il y a une interprète sourde qui intervient. J'ai cru comprendre qu'il y avait une interprète sourde qui était déjà intervenue dans le cadre d'une procédure judiciaire. Donc, je n'ai pas du tout étudié la question sur comment ça pouvait se passer, mais j'imagine que oui. En tout cas, je sais que dans l'histoire, on peut voir, je sais qu'Yann Quentin, il avait écrit un article autour de ce sujet-là, que les sourds, ils ont toujours été présents dans les tribunaux. Ils ont toujours fait office justement d'interprète. Je n'ai pas la référence totalement de son article, mais je sais que je l'ai lu dans la traductologie des langues des signes. Et il raconte ces histoires-là. Donc, en fait, les interprètes sourds, ils ont, même si le diplôme n'a pas été formalisé, leur présence, elle était déjà effective dans les tribunaux depuis très longtemps. Donc, c'est certainement une possibilité à redécouvrir. Il y a un cadre peut-être à mettre en place. Il y a un travail de collaboration à faire avec les interprètes pour pouvoir vraiment cibler dans quelle situation c'est opportun ou pas. En tout cas, moi, je pense que dans tous les cas, la présence des professionnels sourds dans le milieu judiciaire, elle est essentielle, elle est importante, notamment dans la transmission linguistique, mais aussi dans les questions de... Juste la présence d'un sourd dans une situation comme ça permet en fait d'aplanir souvent les choses, puisqu'il y a une identification qui est faite. Et il y a beaucoup de choses qu'on arrive à pouvoir... en tant qu'interprète entendant, il y a des choses qui nous échappent. Il y a vraiment... On a beau être formé, diplômé, on a beau se former tout au long de sa pratique, il y a des choses qu'on ne pourra jamais atteindre parce qu'on est entendant, en fait. Et je pense que les professionnels sourds, ils ont toute leur place à tous les stades, que ce soit des professionnels aussi qui soient formés dans les métiers du droit et de la justice, que ce soit des avocates, que ce soit des étudiants qui deviennent ensuite magistrats. Mais en fait, à tous les étages, je pense que la présence des sourds est essentielle et les interprètes sourds. En tout cas, je demanderais à pouvoir voir comment ça pourrait se passer, cette collaboration, parce que je pense qu'il y aurait, d'après ce que dit Anna et son expérience, c'est une collaboration qui permet d'atteindre beaucoup de choses en fait dans la situation de communication, qui permet justement d'éclaircir tout ça, tous les propos. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question, si je suis allée... Ça va ou... Ouais, à peu près. Ça va, c'est pas... Oui, ça va. Ma question était un petit peu plus sur la réflexion du rôle linguistique que peut avoir un intermédiateur. Est-ce que celui-ci ne rejoint pas le rôle de l'interprète sourd finalement, puisqu'on a beaucoup parlé du cas des sourds étrangers ou des personnes qui ne pratiqueraient pas la LSF. Du coup, l'intermédiateur peut-être prend une part d'autonomie, puisque finalement on parle de différences linguistiques et non pas d'accompagnement. C'est ce que je voulais soulever. D'accord. Eh ben, moi, en fait, je pense que je préférerais laisser répondre un intermédiateur sur vraiment les rôles et les missions qui lui sont propres, et un deaf interpréteur pour pouvoir... Je pense qu'on gagnerait peut-être à avoir une conférence autour de ces deux métiers,
ou en tout cas avoir pour expliciter, parce que moi, je ne me sens pas forcément en mesure de pouvoir apporter une réponse très complète là-dessus. Et je pense qu'il y a beaucoup de choses à détailler parce qu'on a eu du mal justement à échanger sur ces sujets-là parce qu'on a un cadre de réflexion qui est différent en France et aux États-Unis. Donc, prochaine conférence, c'est possible de peut-être évoquer ce sujet-là plus en détail. Y a-t-il d'autres questions? Une dernière question peut-être? On va procéder à la dernière question. Ça sera vraiment la dernière question, bien sûr, c'est possible. C'est Anne qui arrive. J'ai à nouveau une question pour Émilie. Donc, votre thèse porte sur l'interprétation dans le domaine judiciaire. C'est une énorme responsabilité qui est portée sur l'interprète, puisque ce sont des situations extrêmement sensibles avec beaucoup d'émotions à transmettre. Est-ce que lors des témoignages que vous avez recueillis, vous avez des personnes qui vous ont parlé d'un espace de parole nécessaire pour pouvoir exprimer toutes ces choses vécues en situation d'interprétation? Est-ce que ce sont des choses qui ont été évoquées? Puisque je sais qu'il y a un article dans le journal de la FILS qui traite de ce sujet. Et voilà, j'aurais juste voulu savoir si c'est un besoin qui a été remonté par les personnes que vous avez pu interroger, ou est-ce qu'ils gèrent ça de manière individuelle, avec soit en gardant toutes ces émotions pour eux-mêmes, ou en ayant un espace d'échange autre, peut-être la thérapie ou autre lieu d'espace. Tous les interprètes qui interviennent dans le cadre des procédures pénales n'ont pas forcément les mêmes stratégies à ce niveau-là. Parfois, les interprètes vont avoir des échanges individuels, comme une sorte de supervision avec un autre interprète où ils vont pouvoir échanger sur les aspects émotionnels qu'ils ont dû gérer dans la situation. Ça, c'est une possibilité. Il y a d'autres interprètes qui font aussi un travail psychologique, qui vont être accompagnés, qui vont ponctuellement sur des situations très difficiles ou qui ont été impactés fortement et qui ont besoin de décharger sur le moment et donc vont entamer un processus ponctuel d'aller voir un psychologue pour les accompagner. Et il y a aussi des espaces qui existent, qui sont collectifs, c'est des groupes d'analyse de la pratique. Par exemple, nous, au sein de Légal, l'association, on propose des groupes d'échange qui est réservé entièrement pour les interprètes adhérents du réseau. Et en fait, ce sont des temps d'échange où on va parler d'une situation en rendant tout anonyme et en ne donnant pas des détails qui puissent permettre de reconnaître, mais on va parler de la place qu'on a pu vivre à ce moment-là, la charge émotionnelle qu'on a pu ressentir. On va pouvoir évoquer aussi des difficultés qui sont qu'on n'arrivera pas forcément, qu'on n'a pas forcément su gérer sur le moment. Et on va trouver des ressources auprès des collègues pour trouver des points pour améliorer les pratiques. Donc il y a plusieurs différences et de différents espaces qui sont possibles. Et je pense que les stratégies, elles sont très individuelles, même si en fait, c'est à nous de créer des espaces comme ça, mais c'est sûr que la question du traumatisme, on parle aussi du vicarious trauma, il y a toutes ces questions, c'est le traumatisme par procuration qu'on peut avoir dans une situation où on peut ressentir en tant qu'interprète. Il y a des recherches qui sont en cours sur ce sujet-là, où on va avoir ce traumatisme qui va nous atteindre aussi. Donc oui, il y a plein d'enjeux sur tous ces aspects-là, et chacun le gère comme il le peut. C'est ça. So we're waiting for the slide thing to warm up. But while we're waiting, I'm going to tell you what it's going to be about. And what it's about is
my book, in case you are interested. There's going to be some available in the next room. So I just want to say that this is not a book about legal interpreting. I'm sorry, but it is in a way because it's about culture. I discovered this field called intercultural communication when I went to graduate school, and it's about how people from different cultures can have little things that make them misunderstand each other and misjudge each other. Something as simple as how close people stand when they talk to each other. Or if somebody looks you in the eye, does that mean they're being honest or they're being rude? What it means if they look down. So I found this field that talked about cultural differences, and I was already an interpreter for 15 years, and I went, oh my goodness, this explains everything of interpreting between deaf and hearing culture, and realizing that what's polite in one culture, if I just make it, you know, directly interpreted, will sound very rude, but it's being polite. And so anyway, I delved into this field of intercultural communication, and this book, written with the 3 deaf colleagues, is about, first of all, just cultural differences, and then specific cultural differences between deaf and hearing Americans. I'm interested if it's the same in France. And then the second part is, and what does that mean for interpreters? And what do interpreters do when they're interpreting between cultural differences? And at the end of the 3rd edition, I added a whole part about CDIs and why that's important culturally. Okay, so if you're interested, there's some books in the other room. Merci, je pense qu'on peut vous féliciter. Je voudrais juste rajouter un petit complément d'information pour ceux qui se poseraient la question. Le livre est en français puisqu'il a été traduit et édité par les éditions Monique et compagnie. Voilà, encore un grand merci à toutes les deux. Je pense qu'on peut vous applaudir encore une fois. Merci beaucoup pour cette conférence. Et merci à l'équipe d'interprètes, bien sûr, où on peut voir le travail des interprètes sourds et le fait de travailler ensemble. On vous laisse peut-être respirer, faire une petite pause, et puis on commencera la session de dédicace par la suite. Vous pouvez très bien acheter le livre ou l'emprunter à la bibliothèque, puisque nous l'avons dans la collection de la bibliothèque. Voilà, merci beaucoup.